Voilà, donc je vous rappelle hein, que la FIGEO, c'est l'Association française pour l'information géographique et que donc c'est le partenaire privilégié de l'action publique dans le domaine de l'IG. Donc je vous souhaite, comme à la suite de Pierre, la bienvenue. Donc moi j'ai quelques stats que m'a fourni donc Élise de la FIGEO. Donc vous êtes 109 inscrits à ce deuxième webinaire, 36 collectivités, 35 entreprises, 3 institutions nationales ou services déconcentrés de l'État, 4 CRIJ, 16 établissements publics, 10 organismes qu'on dira divers, alors associations, ONG, universités, labos de recherche, 5 gestionnaires nationaux de réseau et 55 adhérents de la FIGEO. Donc, un mot pour recontextualiser ce webinaire sur les usages de l'adresse. Donc, il s'inscrit dans la relance des initiatives, des actions et des projets sur l'adresse. Donc, vous savez que tout ça est reparti très fort fin 2020, en particulier avec la démarche de la NCT qui, avec la création d'une start-up d'État ciblée sur l'adresse, apporte aujourd'hui un appui direct et conséquent aux communes pour généraliser la saisie des adresses et leur remonter dans une base unique. Alors, du côté de la FIGEO et en totale complémentarité avec la démarche de la NCT, on a lancé une démarche qui consiste à fédérer un maximum d'usagers de l'adresse pour avancer sur des sujets un peu plus techniques et à la fois stratégiques qui sont l'adaptation du contenu des bases actuelles, des bases d'adresses actuelles aux besoins des usagers. Donc, on parle là plutôt de modèles de données, mais on parle aussi évidemment de gouvernance de l'adresse. Donc l'idée de ces webinaires, c'est de recueillir un maximum de témoignages sur les usages de l'adresse pour faire évoluer, enfin en tout cas pour faire bouger un peu les lignes. Donc un premier webinaire s'est tenu le 16 décembre, auquel ont participé 130 personnes. Et donc, on a entendu les témoignages du département du Calvados, du GIP Algérie et d'Enedis. Et donc, on poursuit aujourd'hui par un deuxième webinaire avec de nouveaux témoignages. Donc, le webinaire va être animé par Loïc Rebourg d'Enedis, Romain Buchot du CRIJ et avec l'appui de Pierre Nguyen-Tron de GRDF, d'Élise Ladurel et d'Azad Polat de la FIGEO. Donc je laisse la parole aux animateurs pour vous repréciser l'ordre du jour et enclencher ce webinaire et je vous souhaite une bonne écoute et un bon webinaire. Pour donner déjà un peu de contexte, qui est IDEX? Bon, c'est 5000 collaborateurs. On travaille sur, on est un peu le concurrent de Dalkia et Cofeli qui sont également dans l'énergie, parce qu'ils sont plus connus que nous. Et donc, en fait, un tiers de notre chiffre d'affaires se fait sur les réseaux de chauffage urbain, qui est le domaine sur lequel je bosse le plus, même si on s'occupe aussi de tout ce qui est chaufferie, chaudière individuelle et chaufferie en B2B ou pour des grosses copropriétés, etc. Voilà. Donc, moi, je vais articuler ma présentation en 3 grosses problématiques. Hein. Les adresses et le CRM d'IDEX. Voilà comment aujourd'hui on fait pour faire sans la base adresse, sachant les difficultés qu'on a avec la base adresse qui ont déjà été mentionnées. Ensuite, l'insuffisance des géocodeurs actuels. Donc, un cas particulier que je vous présenterai après. Et enfin, tout ce qui est avant-vente, tout ce qui concerne les prospects. Voilà, encore un autre souci où on aimerait bien avoir une base adresse qui réponde à nos besoins. Donc, pour commencer, comment ça fonctionne chez IDEX? En fait, on a un CRM, un outil de gestion de la relation client qui en fait est l'outil qui irrigue l'ensemble des autres outils d'IDEX. Donc la GMAO, donc l'outil de maintenance, également l'outil de suivi des compteurs, la facturation, bref. Aujourd'hui, c'est l'information, tout ce qui est au niveau, dès qu'on parle d'adresse, c'est d'abord dans le CRM qu'il faut la modifier ou la géocoder pour que ça irrigue derrière l'ensemble des autres logiciels d'IDEX. Et à l'heure actuelle, alors je vous avoue qu'on est pas mal Google, on est même en train de éradiquer Word et Excel de notre boîte. Hein. Et donc aujourd'hui, enfin même c'est pas aujourd'hui, depuis longtemps, ils avaient fait le choix de géocoder avec le géocodeur de Google. Et si je vous montre rapidement, en fait, ce que ça donne
Voilà, vous voyez bien mon écran. Voilà. Et bien, du coup, si on n'est pas content de la position qu'on a observée dans un des logiciels qui se fait alimenter par le CRM, il faut aller dans le CRM, cliquer sur modifier l'adresse. Et derrière, il nous propose ici de voir où se trouve le plan. Si on n'est pas content, on va copier-coller un autre point qu'on a saisi dans Google Maps et le mettre ici. Donc là, si je fais géocoder, on s'apercevra qu'il nous modifie un petit peu ce qui avait été fait avant, ce qui veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui a dû modifier les choses. Et on peut ici modifier manuellement ces trucs-là. Alors, c'est assez fastidieux. Donc, en gros, avant qu'on lance notre nouvelle GMAO, c'était assez peu fait. Et depuis qu'on est en train de mettre de la carto un peu dans tous les outils, ça gêne les gens, et surtout pour ceux qui font des interventions sur le terrain, que ce soit mal positionné. Néanmoins, pour cette problématique-là, si on n'est pas juste à côté, le technicien, il arrive à trouver. Donc, en fait, ce n'est pas là où on a eu le besoin le plus important de précision. Là, on a juste besoin que ce soit grosso modo à côté. L'endroit où on était le plus embêté de l'absence de précision de notre base de données, c'est quand on a eu le ministère de l'Environnement qui nous a demandé, à nous et à tous les autres exploitants de réseau, de leur faire remonter une fois par an et bientôt plus l'ensemble de nos sous-stations, enfin l'ensemble de nos points de consommation avec leur position et avec leur code INSEE et puis la consommation annuelle. Et là, ça a été vraiment un gros chantier la première année. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas envoyer au ministère ce qui correspondait au CRM. Parce que, d'une part, il y avait des fois des erreurs entre des inversions de sous-stations, et surtout, quand on était dans des ZAC, dans des copropriétés, dans des zones trop récentes, etc., des fois, on n'avait même pas du tout de position ou des adresses trop floues. Et comme les réseaux de chauffage urbain sont que dans des zones très denses, et que les iris de l'INSEE, je dis code INSEE, mais en fait c'est code iris, donc iris, c'est îlot regroupé pour l'information statistique, des quartiers de 2000 habitants au sein des communes de plus de 5000, et du coup, on risquait d'indiquer un mauvais code INSEE, un mauvais code iris de l'INSEE, pour nos sous-stations. Donc on a souhaité faire bien dès le début, on s'est donc attelé à un vrai travail de matching entre nos plans et nos fichiers, nos bases de données de nos différents outils, que ce soit la facturation ou l'outil de suivi des compteurs. Et voilà, un des exemples que j'ai donné ici, c'est d'après Google Maps, il le positionne ici, d'après le Pôle emploi, il le positionne ici, et en fait, sur nos plans, c'est encore ailleurs. Voilà. Et donc, on a préféré finalement partir de nos réseaux, qui sont quelque chose de sûr, et puis au final, demain, quand on va déverser toutes ces informations-là dans le CRM, ce qui n'est pas encore le cas, ça permettra à ceux qui auront une intervention à faire sur la sous-station d'aller réellement au bon endroit. Voilà. Et dans le mail, dans l'extrait de mail que j'ai envoyé, voilà, il y avait un exemple aussi quand c'est pas bien orthographié, enfin quand on met Lorraine et qu'il y a deux rues de Lorraine au même endroit, et bah du coup ça géocode mal. Vraiment, on a très vite écarté cette solution-là. Et donc, on est parti sur l'outil ArcGIS qui nous a calculé centroïde des sous-stations qui étaient au départ en PDF et en DWG, et ça nous a fait le fichier qui était pour le ministère. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les dire avant que je passe à d'autres trucs, ça me permet, voilà, ou sinon vous me les posez à la fin. Ensuite, il y a tout le côté avant-vente chez IDEX, qui est très important, puisque quand on remporte un contrat de délégation de service public sur un réseau, c'est 25 ans c'est une délégation de service de 25 ans, donc on ne lésigne pas sur l'argent qu'on met pour gagner le contrat. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est mis à faire des maquettes et films 3D. Et voilà, donc la première chose, avant de parler des maquettes et films 3D, en fait, on avait le problème de savoir estimer combien on allait raccorder de gens et combien ils allaient consommer de mégawattheures pour se chauffer, voilà. Et donc, quand je suis arrivé, ils ont envoyé encore des gens sur le terrain compter les adresses, compter les boîtes aux lettres, je veux dire. Donc ça, c'est plus trop fait. On a tenté aussi d'utiliser la base de données immeubles de Pitney Bowes, qui, quand on comparait avec une vérification du nombre de boîtes aux lettres dans Street View, n'était pas forcément bien, même si ça nous donnait des catégorisations.
Voilà, donc aujourd'hui, on utilise aussi les volumes, mais voilà, on avait vraiment besoin en fait de savoir le nombre de foyers par bâtiment. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas trop, enfin, parce que la base immeuble de Pitney c'est sur la base de la base adresse, hein. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'a encore pas trouvé de solution miracle pour être sûr du nombre de foyers au sein d'un immeuble. Du nombre de foyers ou du nombre de, enfin, ça peut être aussi des non-résidents, hein. Ça peut être des avocats, voilà, du tertiaire. Et enfin, dernière problématique sur le côté commercial, c'est pour faire mes maquettes et films 3D, on a besoin, à partir d'une adresse, parce qu'au départ, le pôle grand projet qui s'occupe de ça, il a des listes d'adresses de prospects, etc. Et quand il faut le représenter, on se heurte à des problèmes de copropriété. Donc, par exemple, donc alors on a essayé de faire avec la BD parcellaire, mais grosso modo, il y a quand même encore aujourd'hui énormément de travail manuel. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est quitté, je vais être obligé de faire afficher l'application. Voilà, pour vous donner des exemples, en fait, quand on raccorde à un immeuble, il faut savoir si ceux qui sont derrière font partie ou pas de la même copro. Et voilà, donc là, typiquement, alors c'est peut-être, voilà, est-ce que, alors je vais aller à un autre endroit. Voilà. Donc là, finalement, comment savoir que quand on allait raccorder ici, c'était bien l'ensemble de ces bâtiments qui faisaient partie de la même copropriété. Et pareil, parce qu'en fait, il y a toujours l'histoire de réseau primaire et réseau secondaire qui irriguent les bâtiments derrière. Et c'est là où avoir une base adresse qui nous permette d'identifier, enfin, qu'on aille plus loin en fait que l'adresse postale, mais qu'on puisse avoir aussi une enfin, la base immeuble, ça nous aurait intéressé si elle existait en mode vraiment nous permet d'identifier que voilà, cette copropriété-là, elle concerne qui et en fait, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé quelque chose qui réponde à notre besoin. Donc, je ne sais pas si ce sera la vocation à terme de la base immeuble, de la base adresse, de répondre à ce besoin précis, mais c'est quelque chose qui voilà, existe clairement comme envie de notre côté. Voilà, donc le pôle cartographie chez EDEX a été créé il y a seulement 2 ans et demi, donc on n'a pas encore eu le temps d'explorer toutes les possibilités voilà, d'améliorer, enfin, qu'ont peut-être rencontré d'autres collectivités sur les adresses. Mais en tout cas, nous, on est très intéressés par le chantier de la base adresse pour voir comment aussi améliorer nos SI. Alors, j'ai tenu. Oui, c'est bon. Merci. Il y a eu 2 questions, enfin, il y a eu une question est-ce que vous avez envisagé, étudier l'utilisation du géocodeur IGN? Je pense que ça correspond à ta première intervention quand tu parlais de Alors, l'usage de nous, Google. actuellement, quand on utilise d'autres géocodeurs que celui de Google, on utilise celui qui est en gratuit, fait par le gouvernement, enfin, qui s'appelle Data, Geocoder Data, je ne sais plus comment. Là, ce serait encore un autre que j'ai effectivement pas essayé. Donc, merci de la remarque, je ne l'ai pas tenté. C'est dans des usages complémentaires. En tout cas, votre CRM, il impose d'utiliser Google ou c'est un choix que vous aviez à votre main? C'est un choix qu'on avait à notre main, mais pour l'instant, il propose que ça, en fait, hein.
Rebonjour à tous, donc toujours Pierre Nguyen Trong, je suis en charge des questions cartographiques chez GRDF et je suis accompagné de Philippe Boisard qui travaille spécifiquement sur les questions d'adresse à la DSI de GRDF. Alors, pardon, hop, mes slides, voilà. Rapidement, GRDF, je suppose que vous connaissez tous, on opère environ 200 000 km de réseau. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'on a 11 millions de clients sur 7 millions, un peu plus de 7 millions de points de livraison sur 9 500 communes. Je ne m'étends pas, je vous laisse imaginer en quoi c'est nécessaire pour nous d'avoir des adresses de qualité dans tous nos process. Et on va essayer de vous montrer au plan technique comment on essaie de gérer ça. Philippe ? Bonjour à toutes et à tous, Philippe Boisard. Donc, je travaille moi au sein de la GeoFactory, en particulier sur les problématiques d'adresse. Donc cette problématique-là, elle s'est posée courant 2016, où on a fait le constat que, quels que soient les SI, on avait autant de référentiels de données qui étaient disponibles dans chacun de ces environnements. On observait des sources complètement différentes, émanant à la fois de la base adresse, de prestataires privés comme la Poste ou de la collecte locale. Et on avait aussi au sein même de GRDF, et on a toujours plusieurs normalisateurs, que ce soit Cap-Adresse, une sur étagère, ou que ce soit Google à l'époque. Donc nous, on avait le choix d'utiliser la BAN pour répondre à 4 objectifs simples, qui étaient en fin de compte de disposer d'un référentiel unique sur lequel on allait pouvoir appuyer les services de normalisation, afin d'offrir une vision pour l'entreprise d'une adresse normalisée, complète et à jour. Je te relaisse la parole, Pierre. Alors, en fait, je reviens à un point un peu supérieur à la question proprement dite d'adresse, qui est celle des communes. Donc, nos contrats de concession qui nous lient à la collectivité et qui nous concèdent donc le réseau que nous exploitons pour la durée du contrat, ce contrat est la plupart du temps, pour GRDF, communal. Et le périmètre géographique du contrat est associé au périmètre géographique de la commune au moment où on signe le contrat. Donc vous comprenez qu'à partir du moment où s'opère un nombre important de fusions de communes, peut-être que ça continuera, on a besoin, nous, dans nos systèmes, de maintenir ce contour et la connaissance des codes INSEE historiques, parce que dans le compte-rendu que l'on produit annuellement à nos concédants, qui rendent compte de notre activité, de la bonne gestion du patrimoine qu'ils nous concèdent, eh bien, on doit être capable de retrouver, à la fois sur le patrimoine, mais aussi sur l'ensemble des activités que l'on opère sur le réseau, y compris des activités clientèle, le bon rapport au bon périmètre à la bonne commune. Juste pour illustrer, si vous avez 2 communes qui possèdent chacun un contrat et qui fusionnent, les modalités de chacun de ces contrats peuvent différer. En tout état de cause, ils n'ont pas la même échéance. Et dans ce cas-là, on est obligé, nous, de conserver ce périmètre que l'on a figé, pour le coup, au périmètre 2015, moment à partir duquel il y a eu commencé à s'accélérer les fusions. Alors, pour ce faire, et on va peut-être le faire à deux, on a mis en place un certain nombre d'outils et on a défini un référentiel stabilisé qui s'appelle chez nous le Commune GRDF et qui irrigue l'ensemble des applications. Et pour ce faire, on a également, alors je vais faire une petite manip en live en même temps, si vous m'en excusez, si je retrouve ma souris, voilà. Je vous repartage l'application, c'est celle-là. Donc, c'est une application qui est prévue pour être machine to machine, hein, mais on dispose, pour les besoins de contrôle et pour des recherches singulières, d'une interface homme-machine, donc qui est celle-ci. Et donc, vous avez, par exemple, si vous cherchez une adresse, donc c'est un service interne du GRDF, je vais prendre n'importe où, voilà. Pour la recherche en question, vous disposez, je sais pas si c'est la bonne, voilà, de tous les attributs internes qui correspondent à nos besoins.
avec notamment l'organisation interne de GRDF en bas, et également, alors là, ici, ça n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de contrat spécifique, je ne vous les montre pas, mais on a tout l'historique du contrat et comment cette commune a évolué dans le temps avec son historique de code INSEE, donc chose qu'on est obligé de maintenir chez nous pour les raisons que je vous exposais. Voilà, on reprend le fil de la présentation. Si je le retrouve. Je te rends la main, Philippe. Entendu. Tu peux. Ça arrive, si ça veut. Voilà, merci. Donc, comme l'a présenté Pierre, pour des enjeux qui sont les nôtres, en particulier sur le concept de commune GRDF, on a fait le choix de ne pas utiliser l'API développée par la BAN, donc qui marche très bien pour le coup. On a préféré plutôt importer les données et produire notre propre outil de normalisation sur une plateforme AWS. Et aujourd'hui, on a pour objectif en 2021 d'avoir plus de 29 SI accostés sur la solution. Aujourd'hui, on en a une vingtaine, 5 en cours et 4 à l'étude. On a un usage qui est en grande majorité orienté vers de l'autocomplétion. Donc, on est vraiment sur une pratique, par exemple, d'un guichet qui va chercher l'adresse pour commencer pour l'enregistrer dans le système d'information. Et en termes d'usage, on est sûrement l'API la plus utilisée de GRDF avec des pics, comme vous pouvez le voir. Et donc, on est sur une moyenne de plus de 5 millions d'appels par mois. Donc, voilà, c'est une application qui est très, très utilisée. Tu peux passer si tu veux. C'est plein de codes abscons et d'appellations d'applications. Ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que l'ensemble de nos activités, que ce soit de conception, de construction, d'exploitation, de sécurité également, s'appuient sur ces outils-là. Évidemment, tous nos outils de relations clients, de la même façon que chez IDEX. OK. Donc là, c'était juste un petit schéma pour vous montrer à quel point il y avait une certaine complexité et que l'adresse s'intégrait vraiment dans la totalité du processus métier, que ce soit lors de la création, mais suivi de la mise à jour, les échanges entre les différents systèmes avec Norm Adresse qui va normaliser des données, les mettre à disposition d'outils KIAPS, là on est plutôt sur les compteurs, et qui va échanger aussi avec d'autres systèmes d'information qui n'ont pas nécessairement les mêmes référentiels ou les mêmes normalisateurs. Et donc, pour le coup, on utilise vraiment cette solution pour de la mise en qualité parce que l'objectif, c'est de disposer d'une adresse de qualité indispensable pour les actions de maintenance, mais aussi les actions d'urgence. Voilà. Après, juste un petit retour sur notre retour d'expérience suite à l'usage de la BAN. On avait eu un vrai moment de difficulté à la reprise quand il y a eu ce passage à la clé d'interopérabilité. Donc, nous, on a toujours été vraiment des utilisateurs de la BAN Etalab et non pas de la BAN IGN, entre guillemets. Et donc, on a vraiment eu à ce moment-là un vrai passage délicat parce que les identifiants étant implémentés dans pas mal de nos SI clients, on ne disposait pas, à proprement parler, d'une table de correspondance en bas du forme qui nous permettrait de faire cette migration dans des conditions idéales. Donc ça, on a remonté l'information, on a réussi à passer outre. Après, les autres petits points, c'était c'était le respect de la norme AFNOR, le fait, par exemple, que pour spécifier, en fin de compte, la commune historique, on l'a rajouté dans l'adresse de la street, ce qui pouvait parfois dépasser la norme des 38, on pouvait aller jusqu'à 64 caractères. On avait aussi observé les petites différences entre le CSV et le JSON et quelques coquilles, rien de bien grave. Le plus important dans tout ça, c'est véritablement, au fur et à mesure, les balles s'implémentent dans la BAN, Etalab, et on a eu malheureusement des mauvaises surprises avec une régression en termes de qualité de l'information, en particulier sur les abréviations de voix, sur les typologies de voix, où on avait l'habitude d'avoir des rues et des boulevards, et on a retrouvé parfois des R et des BLV. Donc ça, c'est vraiment le point d'attention sur la qualité des contributeurs à cette future BAN, enfin à cette BAN. Donc nos enjeux de notre côté, c'est véritablement aussi d'avoir un identifiant qui est à la fois celui de la BAN, la clé d'interopérabilité, mais aussi celui de la BAN officielle, que ce soit le H ou que ce soit
l'ancien ID IGN pour des opérations qui sont plutôt de côté géomatique, de pouvoir interopérer une adresse avec leur référentiel. C'est aussi garantir un cycle de vie de cet identifiant, à savoir comment il évoluera si le nom de la voie change, le numéro de voie change ou la commune change, sachant qu'il est structuré avec un INSEE en dur. Idem pour la problématique des voies frontoirisées. Est-ce qu'à un moment, une fois que la voie est frontoirisée, l'identifiant BAN évolue? On a aussi pour objectif de disposer, si possible, donc d'une adresse par type de fournisseur. Ça peut avoir du sens. Idem pour la position d'adresse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enjeux sur un positionnement à la parcelle, un positionnement au bâtiment, ou à la plaque, ou sur un poste technique, comme ça peut être le cas pour nous. Et enfin, on a observé aussi qu'il était intéressant pour nous d'avoir une position de la voirie au centroïde de la voie et non pas nécessairement au premier numéro qui se présente dans cette voie. Donc, l'enjeu majeur là, de notre côté vis-à-vis de notre usage, c'est véritablement de garder un point d'attention sur le cycle de vie et l'interopérabilité de cet ID clé d'interopérabilité. Donc, nos attentes, comme je viens de le dire, c'est à peu près là, c'est assez redondant, mais c'est ce double ID, c'est potentiellement avoir un suivi des évolutions, une sorte de changelog qui nous permettrait de savoir qu'est-ce qui a été changé pour pouvoir les impacter auprès de nos différents clients. Ça, c'est quelque chose qu'on fait nous en interne, mais ça peut avoir du sens que de le voir manager en amont côté Etalab. Après, bien sûr, c'est sur la mise en qualité des données. Là, c'est l'alerte que j'ai faite par rapport au BAL et une communication particulière sur toute évolution qui pourrait avoir lieu sur le modèle de données en amont, si possible, et sur le futur JSON Expert, parce que clairement, c'est notre attente. Parce que c'est sur ces données-là qu'on s'appuie pour enrichir notre outil. Donc, un JSON Expert qui nous permettrait de répondre à certaines de nos problématiques, en particulier le choix du fournisseur de l'adresse et le choix du fournisseur de la position de l'adresse. Voilà. Voilà, merci Philippe, on est à votre disposition pour vos questions. Loïc, je te laisse nous guider. Oui, pas eu beaucoup encore de questions, à part de la FNCC à Loïc Hay, j'espère que ça se prononce comme ça, désolé, qui mentionne, en fait, moi c'était pas clair, je ne savais pas bien, que votre service de recherche d'adresse, là, avec les organisations, il est exposé même au grand public sur territoire.api-grdf.fr. En effet. Ouais. En effet. Non, c'est en bêta ou... Non, oui, d'accord. Voilà, ok. Voilà, pas eu d'autres questions pour l'instant. Moi, il me semble que c'était très clair, c'est sûrement ça, mais n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai peut-être une question, si Jérôme peut nous éclairer un peu sur les progrès en cours concernant la mise à disposition de ce JSON Expert. Moi, je suis vraiment preneur. Jérôme, oui, j'arrive. Donc, en fait, ce fichier JSON, on l'a, on le met à disposition à la demande. Alors, pourquoi on ne l'a pas publié tout simplement en open data? C'est pour une raison très simple, c'est qu'on n'est pas, il n'est pas stabilisé. Et comme en général, dès qu'on met un fichier sur le sujet BAN à disposition, dès le lendemain, les utilisateurs s'attendent à une stabilité. On l'a gardé pour l'instant en diffusion à la demande. On pourrait le publier sur notre serveur et puis simplement ne pas le référencer sur data.gouv pour qu'il y ait au moins cet échange sur la structure, sur le contenu de ce fichier. Donc aujourd'hui, c'est quoi ce fichier finalement? C'est le dump de la plateforme qui contient pour chaque voie et pour chaque adresse plein d'éléments supplémentaires qui permettent notamment de déterminer d'où vient le libellé de voie, d'où vient la position, quelles sont les autres positions qui ont été intégrées dans l'algorithme. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a vocation à gérer beaucoup de positions différentes pour une adresse. Comme je disais tout à l'heure, le focus principal sur la base adresse, c'est d'avoir l'exhaustivité des voies, des numéros et une position de référence qualitative pour chaque adresse. C'est ça l'objectif. Tout le reste, c'est du bonus et c'est pas ça qu'on vise. Par contre, on n'est absolument pas. On est très intéressé par l'émergence peut-être de référentiels complémentaires
qui serait sur des règles de gouvernance différentes, parce que pour le coup, là, la gouvernance, elle est très centrée sur l'autorité de la commune. Si on est sur des positions de locaux techniques, la commune n'a pas forcément grand-chose à voir sur ce sujet. Donc, il faut imaginer d'autres règles. Et nous, on ne travaille pas sur ces points-là. Donc, c'est peut-être dans le cadre de ce genre de groupe de travail qu'on peut imaginer, penser ces systèmes-là, ces évolutions. Et sache que nous, on serait, enfin, évidemment, le point de départ reste la commune, clairement, pour la balle. Mais si le modèle pouvait se compléter d'informations qui soient amenées par des gens qui amènent des services à l'habitant de l'adresse, enfin aux habitants de l'adresse, nous, on est tout à fait disposés à amener nos données pour compléter ces choses-là, quoi. Donc, il faudrait trouver un modèle de données et de mise à disposition après qui soit le plus contributif possible pour ne pas laisser les communes seules à tout faire, très clairement. Pour nous, c'est assez essentiel notamment les actions de sécurité, mais aussi les actions clientèle. Quand le point de service est éloigné, voire dans l'autre rue et pas à l'adresse postale, de pouvoir en disposer correctement, en fait, hein. Donc, on a aujourd'hui, là, on a présenté un dispositif qui est censé bien se passer, mais s'il est insuffisamment ou mal alimenté en amont, tout notre dispositif tient pas le choc. Et aujourd'hui, les taux de complétude sont tels que on est en difficulté, y compris vis-à-vis de nos concédants, des autorités de tutelle ou de choses comme ça. Donc on est tout à fait bénévolant pour participer à l'amélioration, mais pour autant, il faut que les modèles le permettent. Oui, c'est ça, mais on peut avoir une construction qui n'est pas nécessairement centralisée sur une base de données centrale qui porterait toutes ces informations complémentaires. Ce qui est important pour les communes, hein, c'est le message qui remonte régulièrement et qui a été à l'origine aussi des différentes évolutions ces dernières années, c'est que les communes ne souhaitent plus que des tiers créent des voies ou des numéros à leur place. Et dans tous les modèles de conception préalables, il était question que des contributeurs tiers pouvaient créer des numéros manquants, qu'ils estiment manquants par rapport à leurs propres besoins. Et ça, les communes ne le souhaitaient plus. Donc, on a changé de paradigme. Pour le coup, on ne le fait pas à votre place, hein. Et émergé donc le modèle BAL qui contient la totalité des adresses reconnues par la commune. C'est les seules qui nous intéressent finalement. Donc, il peut y avoir des manques, mais il faut plutôt imaginer des systèmes pour que les communes soient notifiées de ces manques et les prennent en compte, plutôt que de créer les choses à leur place, parce qu'en fait, ça les désensibilise, ça les déresponsabilise sur cette thématique-là. Et nous, on ne souhaite pas qu'elles soient déresponsabilisées sur l'adresse, on souhaite qu'elles soient au cœur de l'adresse. Et c'est ce qu'elles souhaitaient aussi. C'est pour ça qu'elles n'ont pas embrassé immédiatement le projet BAN en 2015, parce que ça s'est construit sans elles. Et donc, cette évolution qui date maintenant d'il y a quelques années, les remet au centre. Et donc, on souhaite maintenir ce fonctionnement-là. Mais par contre, en effet, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de frein à ce qu'on puisse construire en parallèle un modèle complémentaire pour justement rajouter des informations supplémentaires, des positions supplémentaires qui sont gérées par certains acteurs. Après, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des règles de gouvernance parce que les différents… qui va placer la position locale technique? Si le local technique est partagé par plusieurs réseaux, voilà, ça c'est des vraies questions. Et ça, c'est pas l'enjeu de la BAN aujourd'hui. En tout cas, merci Jérôme. On avait échangé sur la qualité des données et sur les alertes qu'on avait pu remonter sur certaines collectivités, et en particulier sur ces problématiques de normalisation. Oui. C'est peut-être un rôle de votre côté. Alors là, si je peux ajouter quelques éléments par rapport à ça. Donc en effet, il y a eu une période où il y avait quelques doublons liés à une anomalie dans notre chaîne de traitement qui, pour l'essentiel, ont été corrigés ces 2 derniers mois. Pour les libellés type R, BLV, etc. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait le choix à un moment, et bon, on se pose encore la question aujourd'hui de revenir sur certains de ces choix. On essaie de travailler avec certaines balles, certains territoires qui créent des bases adresses locales qui sont assez grandes et qui ont des règles de constitution héritées de conventionnement avec certains acteurs il y a quelques années qui impliquaient
des libellés d'une certaine forme, en majuscule, avec ces types de voix sur un caractère ou deux caractères. Donc c'est ça qui a été importé. Et on avait le choix entre redresser la donnée à leur place, c'est-à-dire que manquer à notre engagement de ne pas altérer les données des communes, et laisser les données rentrer telles qu'elles sont. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a laissées rentrer, et que par contre derrière, on indique qu'on est assez loin de l'état de l'art. Et par ailleurs, pour ces questions de libellé en majuscules avec ces acronymes, ça va faire l'objet d'une règle de notre validateur. Donc ça permettra vraiment de signaler les anomalies aux producteurs des fichiers base d'adresse locale. Alors ça ne concerne pas beaucoup de territoires, hein. Il y a 2 départements et 2 agglos, hein, qui sont dans ce modèle-là essentiellement. Et pour la rupture des identifiants, on vous avait expliqué, malheureusement, on n'a pas pu récupérer une table de passage historique identifiant BD-UNI vers clé interopérabilité, et ça c'était à l'été 2019. Voilà, ça a été cette rupture-là qui a été là, c'est un peu problématique pour ceux qui étaient branchés sur les identifiants. Mais depuis cette date, on n'a plus de rupture forte. Et le modèle de données, finalement, évolue assez peu. C'est un petit peu la critique que vous aviez tout à l'heure. Il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées, mais on ne les a pas encore ajoutées parce que malheureusement, ça casserait les fichiers qu'on a aujourd'hui. Donc, on va probablement proposer de nouveaux fichiers CSV plus riches, mais qui viendront en plus du fichier actuel. La critique, c'est pas de le faire évoluer parce que ça a du sens aussi, hein, dans le terme d'amélioration continue, mais c'est la communication, et peut-être que c'est l'occasion à travers ce webinaire et surtout le Slack que tu as ouvert, oui. Mais pour pouvoir avoir ces informations un peu en amont et s'y préparer dans le cadre de notre mise à jour régulière. Oui. Merci à vous. Justement, sur tous ces débats, on en profite, on fait une transition. On reviendra sur la problématique, comme ça a été souligné sur le chat, sur la commune au centre, puisque le dernier témoignage, ça sera la commune de hier, et tout à l'heure qui voulait intervenir, parce qu'elle est à la fois concernée par le RIL, par la BAL, et à la fois alimentée par la BAN. Et justement là, par rapport à ces débats-là, peut-être la prise en compte de l'adresse par IR Technologies. On va voir, Erwan, comment au sein d'une structure, d'une entreprise qui est quand même une des références sur tout ce qui est cartographie dans le monde au niveau navigation, géolocalisation, comment la problématique de l'adresse, vous la traitez. Après, on dézoomera sur le retour d'expérience sur une collectivité. Je me présente, Erwan Bibars, donc de la société IR Technologies, en charge de l'acquisition de données auprès de différents prestataires, qui soient collectivités territoriales, entreprises privées, etc. Donc, rapidement, je vais vous rappeler un petit peu qui on est. À la base, la société s'appelait Navtech. Vous nous avez peut-être connu sous ce nom-là, avec une activité principalement sur les systèmes de navigation embarqués dans les véhicules, avec la mise en place des premières technologies de conduite assistée par ordinateur. Dans l'historique, on est passé aussi sur les premières applications mobiles sur téléphone au début des années 2000. La société a été rachetée par le groupe Nokia en 2008, avec la mise en place de toute la partie cartographie, géolocalisation du groupe Nokia. La société est devenue en 2012 la société IR Technologies. Donc là, un changement de nom qui fait que voilà, vous avez peut-être vu disparaître Navtech, etc. Mais voilà, c'est toujours la même entreprise qui a été rachetée par un consortium de constructeurs automobiles en 2015, BMW, Audi, Daimler, avec le but de développer des applications pour les véhicules autonomes et les véhicules connectés. En 2016, nous avons lancé, nous avons restructuré notre organisation et avons lancé une plateforme de données géolocalisées. J'y reviendrai par la suite.
Et depuis 2017-2018, on a de nouveaux investisseurs qui se joignent aux 3 pionniers avec une extension sur le marché japonais asiatique l'année dernière. Donc quelques chiffres, c'est plus de 200 pays qui sont cartographiés par nos équipes. C'est plus de 40 ans d'expérience, comme on l'a vu, 9000 employés dans 56 pays, une présence de nos solutions dans 4 véhicules sur 5 équipés de systèmes de navigation embarqués sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord. Ça va être de la cartographie qui va être aussi en indoor avec ce qu'on appelle des venue maps, c'est-à-dire des centres commerciaux, des gares, etc., mais aussi dans des parkings avec des solutions connectées directement au véhicule pour trouver sa place. C'est de la cartographie qui est en HD. C'est des solutions de transit et de routage qui n'intègrent pas forcément que l'automobile, mais une itinéraire multimodal qui peut combiner l'itinéraire en voiture, mais ensuite également sur du transport en commun. Donc aujourd'hui, notre plateforme, elle est reconnue comme la plateforme numéro 1 par différents opérateurs de contrôle. Donc il n'y a pas les chiffres pour l'année 2020, mais donc 2018-2019, la société est considérée comme plateforme de localisation numéro 1 devant les autres concurrents que vous pouvez connaître. Donc notre plateforme, c'est une organisation qui s'articule autour du cœur qui est la donnée qu'on peut récupérer par différents canaux que je vous expliquerai tout à l'heure, avec différents éléments qui s'articulent autour de cette donnée, un environnement studio qui permet de visualiser de la donnée, créer des cartes tout simplement pour tout opérateur, un espace workspace qui va permettre de venir utiliser de la donnée, la développer pour enrichir ses propres applications. Donc il faut savoir qu'on a mis en place des systèmes pour les développeurs pour qu'ils puissent venir utiliser certaines de nos données pour construire ou pour enrichir leurs propres applications. Et un troisième élément qui est la marketplace, où tout à chacun qui possède de la donnée peut venir relayer, monétiser, commercialiser sa propre donnée sur cette plateforme, avec la possibilité de faire fusionner les 3 environnements et de faire travailler les 3 environnements ensemble. Donc au niveau de nos activités, donc historiquement, on était beaucoup orienté vers tout ce qui est véhicule personnel, la voiture, le GPS, mais depuis quelques années, on se développe dans différents secteurs, le transport, la logistique, les services, la finance, l'assurance, les télécommunications, la santé, etc. Donc tout ce qui touche à la donnée géolocalisée, et tout cet environnement alimente différents marchés, le marché de la voiture autonome, la voiture connectée, la mobilité et la planification urbaine, la gestion de flotte, la sécurité, etc., etc. Donc voilà pour retracer un petit peu le contexte. Donc comment on travaille au niveau de la donnée et comment on travaille au niveau de l'adresse, parce que dans tous les différents marchés qu'on a pu étudier, l'adresse, ça reste un point central pour l'utilisateur qui a son GPS dans sa voiture parce que c'est sa destination, un point central pour les secours parce que dans une intervention, il faut qu'ils atteignent l'adresse le plus rapidement et le plus précisément possible, et dans
toutes les opportunités qu'on peut avoir, l'adresse est un point vraiment très très important. Donc on a nos propres véhicules de collecte. Donc c'est plus de 2 millions de kilomètres roulés chaque année dans plus de 50 pays. On travaille avec un partenaire Mapillary qui nous permet d'avoir accès à de la vidéo et des images immersives sur la chaussée, sur les zones qu'on ne roule pas, nous, particulièrement. Donc on va faire de la reconnaissance d'images pour pouvoir extraire de l'information, aussi bien au niveau de panneaux et de restrictions de circulation que de noms de rues, que de devantures et de noms de magasins. On travaille beaucoup, et ça c'est lié à nos différents partenaires automobiles, avec les capteurs qui peuvent être intégrés dans ces véhicules, mais au niveau de toutes ces sensor data qui équipent les véhicules, on récupère aussi d'autres points provenant de différents types d'applications qui récoltent de la donnée géolocalisée pour construire ce qu'on appelle un produit probe data, qui nous donne des points géolocalisés sur le territoire et qui nous permettent d'extraire différentes informations comme des sens de circulation, des restrictions de circulation, des vitesses, mais également, comme vous le voyez là, la possibilité d'identifier des géométries des rues manquantes dans notre base de données. On travaille également avec un outil média qui va chercher un petit peu partout sur les médias du web par rapport à des mots-clés, des nouvelles informations, comme vous pouvez le voir là, avec l'identification d'une nouvelle avenue sur la commune d'Amiens, qui a été publiée dans la presse en tout début de semaine, et qui nous permet d'avoir des remontées d'informations nous disant qu'il y a une certaine action à mener de notre côté. On a également mis en place un outil communautaire qui permet à tout à chacun d'aller ajouter des informations dans notre carte. Ajouter des informations, ça va être rajouter une rue, rajouter une adresse, rajouter un sens de circulation, etc. Donc ça, c'est un outil communautaire qui est modéré par nos équipes, mais chaque individu peut se connecter après avoir créé un compte et faire des modifications sur la carte. Et dernier point, et c'est là où on va vraiment s'orienter vers l'adresse et la BAN, on travaille depuis longtemps avec différents fournisseurs de données, que ce soit des institutions publiques, des institutions privées, des institutions à l'échelle nationale ou locale. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on est en contact avec toutes les collectivités disponibles, et pour laquelle on a mis en place ce système d'utilisation de la BAN, parce que la BAN, pour nous, ça devient un seul point d'entrée pour récupérer de l'information adresse. Jusqu'à présent, on a travaillé avec différents partenaires qui nous permettaient d'avoir accès à leur réseau routier, mais aussi à leur base adresse au niveau local. Avoir 36 000 connexions, c'était un petit peu particulier. On avait différents formats, que ça pouvait être des formats géographiques type SIG, Shapefile, mais c'était également des tableaux Excel, c'était des fichiers PDF, etc. Donc le fait qu'il y ait actuellement cette BAN sous un seul format nous aide et nous fait avoir accès à un seul point d'entrée sur cette problématique. Donc, au niveau de la prise en compte de la BAN, donc juste pour vous donner quelques chiffres sur l'année 2020,
Donc on a fait une première connexion à la BAN qui a été finalisée en avril l'année dernière, et on a pu, alors on l'avait pas fait avant parce qu'il y avait des problèmes de contraintes, des contraintes juridiques par rapport à des licences, des contraintes techniques. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps pour pouvoir établir une connexion, du temps parce qu'il a fallu normaliser les jeux de données. Il a fallu, nous de notre côté, comme on intègre ces adresses dans un système plus global, corriger différentes erreurs liées à l'intégration. Le volume de données traitées a été quand même très très important, puisque lors de la première mise à jour, on a travaillé grosso modo plus de 6 millions de points adresses. Donc si on ajoute toutes ces informations en fonction de ce qui a été ajouté, supprimé ou mis à jour, on arrive à peu près à 6 millions de modifications sur notre système. Donc voilà, on a pu améliorer notre base de données adresse et l'enrichir de quasiment 1 million de points adresse sur l'année, ce qui est quand même important. C'est du travail qu'on continue au jour le jour, parce que on se rend compte que qu'il y a de plus en plus de bases adresses locales qui viennent enrichir la base adresse nationale. On se rend compte aussi que on arrive à avoir parfois des incohérences ou du mismatch entre ce qu'on va loader et ce qu'on va avoir chez nous. C'est-à-dire que parfois, notre géométrie, elle est pas forcément à jour, et il faut savoir que si on n'a pas une correspondance entre un point adresse et un filaire de voix, on va pas pouvoir faire la correspondance tout de suite, et il va y avoir ce qu'on appelle en interne du fallout, qui va devoir être traité de façon plus ou moins manuelle. Donc ce fallout, il peut être lié parce que l'adresse ou la voix, nous on ne l'a pas, malgré les différents process de mise à jour. Notre base elle est perfectible, donc l'adresse nous manque, la voix nous manque. Parfois il y a une discordance entre le nom qui est en entrée de la BAN et la position qu'on souhaite et la position sur laquelle on souhaite mettre cette adresse. Donc on estime qu'aujourd'hui, une fois qu'on aura réussi à traiter tout ce fallout, on va pouvoir rajouter entre 1,5 million et 2 millions d'adresses sur notre base de données. Donc ça, c'est un process qui va être qui continue au jour le jour. Donc on a des équipes qui travaillent là-dessus. Et au niveau de la BAN, c'est un process qui est assez lourd à mettre en place parce que le volume est conséquent, mais plus cette BAN va être fixée, stable, nous on n'aura que le différentiel à traiter, et ça pourra du coup les ingestions, les intégrations dans nos produits seront beaucoup plus rapides et beaucoup plus à jour. Là, pour 2021, on a prévu de mettre à jour la BAN. Alors, pas à chaque fois que les balles sont mises à disposition, mais on prévoit de le faire à minima 2 fois dans l'année, avec l'optique de le faire bien plus fréquemment, parce qu'on sait que l'adresse, c'est un élément vraiment très primordial pour beaucoup d'acteurs, pour tous les acteurs qui utilisent nos solutions. Donc
Donc voilà, c'est un travail continu de notre côté. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Merci Erwan. On a dans le fil de questions un témoignage de Swiss Topo là, dont probablement fera l'objet de travaux au sein de la FIGEO. Hein. Élise, si tu veux intervenir. Je vous invite les autres à ouvrir vos micros, Élise. Bonjour, donc oui, pour moi c'est l'occasion de saluer Robert Ballanche qui avait rejoint le groupe de travail de la FIGEO dans les années 2010-2012, à l'époque où on avait produit un rapport pour donner un élan sur ces problématiques d'adresse. Et effectivement, côté suisse, il y avait un intérêt à suivre ces travaux. Et le fait que Robert suive pour la deuxième fois, en tout cas, le webinaire adresse, nous rappelle des souvenirs et pourrait effectivement donner aussi lieu à des échanges d'expériences au niveau européen. Puisqu'à l'époque, en 2010, on avait lancé ce groupe de travail à la suite d'un événement dans le cadre d'un projet qui s'appelait Euradine et qui visait à harmoniser les adresses à l'échelle européenne. Donc, quand on a vu effectivement que ce soit en Espagne, en Suisse, en France ou autre, que les choses n'étaient pas assez avancées au niveau national, c'est vrai qu'on s'est reconcentré sur des problématiques déjà nationales, mais ça pourrait être intéressant d'avoir un éclairage effectivement de ce qui se passe au Royaume-Uni ou ailleurs. Alors, je ne sais pas si Robert, effectivement, avait des questions. Alors, effectivement, j'étais là en 2010. Alors, nous, on avait pris un petit peu une approche un peu différente où on avait commencé par des bases légales pour un petit peu ancrer toute cette notion de répertoire officiel dans les bases légales. Alors, en Suisse, tout prend un peu plus de temps qu'en France, mais voilà, on arrive gentiment à bout. Donc, la première saisie est faite. Le processus, depuis les communes jusqu'à l'Office fédéral de la topographie, est en place. Et puis maintenant, se pose un peu la question des usages, parce que comme vous l'avez dit, les communes aujourd'hui, elles ne comprennent pas très bien pourquoi elles devraient participer à ce travail. Et puis je pense qu'elles, des fois, on reçoit des remarques des communes qui nous disent « Oui, mais moi j'ai mis à jour mon répertoire des rues, j'ai ajouté une rue », mais les citoyens ne le voient pas encore dans les GPS. Et puis je pense que l'élément qui manque encore, c'est justement cet interfaçage avec les bases officielles et puis les grands players dont Here, de telle façon que idéalement, c'est quand la base de données elle est mise à jour tous les jours. Donc, il faudrait qu'on puisse interfacer ces informations avec ces bases de données internationales. Parce que le jour où les communes elles voient la plus-value de travailler dans cette mise à jour des adresses et puis que quelques semaines après, ces adresses sont dans les GPS, on aura gagné. Mais tant qu'elles ne voient pas cette plus-value, je pense que ce sera toujours difficile de motiver les communes à faire. Alors nous, elles sont obligées parce qu'il y a des bases légales, mais ça ne suffit pas l'obligation. Alors ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il n'y a pas qu'en Suisse où on a des remontées de communes disant que les GPS ne sont pas forcément à jour. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls fournisseurs. Donc nous, on peut fournir notre cartographie pour certains GPS avec qui on travaille, mais nos concurrents font la même chose. Donc on n'est pas nos cartes, même si on est présent dans 4 véhicules sur 5, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas encore 100% de la couverture. Donc il faut savoir sur quelle base on s'appuie, mais après, comme je vous l'expliquais également, la base les bases, ça nous prend du temps. On ne s'occupe pas que de la France, on ne s'occupe pas que de la Suisse. Le souci parfois d'être une grande multinationale, c'est qu'on travaille à l'échelle globale. Donc on a des délais, on essaye de compresser effectivement ces délais. Et par rapport à la problématique d'adresse, c'est ce que j'essayais d'expliquer avec le Fallout, c'est que si on n'a pas la correspondance avec la voirie, ça demande du travail supplémentaire. Donc, c'est un peu un message que je voulais faire passer également. Avoir une base adresse nationale, c'est très bien. Pour nous, ça facilite beaucoup les choses. Le jour où il y aura une base nationale de la voirie, ça sera également très intéressant pour nos solutions. C'est un autre débat, hein, mais
Alors, chez nous, il faut venir parce que effectivement, à notre avis, quand on a démarré ce travail, la rue et l'adresse vont ensemble. Donc, on a d'un côté un répertoire officiel des rues avec leur géométrie, et puis de l'autre côté, un répertoire officiel des adresses de bâtiments où tout est déjà lié. Donc, on a toutes ces informations. Puis nous, ça serait très intéressant de pouvoir, pas seulement à vous, mais peut-être aussi à vos concurrents, bien sûr, de pouvoir, ces données qui sont mises à jour une fois par jour, de pouvoir les diffuser et puis qu'elles soient utilisées. Parce que pour les communes, et puis pour les citoyens, et puis pour vos clients, ça, c'est une plus-value. Si dès qu'il y a une nouvelle rue, le plus tôt possible, elles sont dans vos bases de données, eh ben, on est tous gagnants. Donc, pour rebondir dessus, il y a Michel Aubert de la commune d'hier qui veut peut-être réagir et puis après il pourra garder la main pour sa présentation. Mais pour rassurer notre ami Robert de Suisse, je pense qu'on ne va pas non plus beaucoup plus vite que la Suisse sur ce niveau-là. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. La caméra. Les problématiques ou les questions des collectivités, des 35 000 en France, c'est la même chose. C'est jouer le jeu qui soit officiel, réglementaire ou contributif d'une base d'adresse unique à travers les balles pour que ça serve au plus vite chez les différents grands acteurs nationaux et internationaux et que ça aille des gestionnaires de données géolocalisées pour nos GPS à des organismes comme la Poste, comme les impôts pour tout ce qui est fiscal et j'en passe d'autres avec les gestionnaires de réseau ou autres. Donc on a la même problématique et peut-être que Michel avec la commune de Hyères va pouvoir aussi mettre les doigts dans la confiture pour pas dire autre chose, pour dire vraiment les mains dans le cambouis et vous illustrer qu'en France on a les mêmes problématiques et je suppose que tous les internautes et les participants ici aussi, puisqu'on a à peu près 35 collectivités, se heurtent aux mêmes problématiques. Michel, tu veux parler? Oui, juste, on a une remarque sur la question du référentiel de voix, oui, qui est manifestement un besoin et auquel nous on s'associe et on fait face. Je pense que l'étape d'après, c'est d'avoir un référentiel de voix qui soit exploitable par tous les acteurs. Nous, typiquement, on a besoin d'avoir la largeur de la voie. On a besoin d'avoir la dissociation entre la chaussée et le trottoir, par exemple. Et aujourd'hui, on a des données de ce type-là dans nos bases, mais elles ne sont pas complètement exploitables et clairement, il faudrait un référentiel commun. Oui. On va céder la parole à Michel pour la suite des présentations. Présentation, ou répondre aussi à cette question, mais je sais qu'il va parler de la voix aussi sur sa présentation, donc très bien. Voilà. Michel. Michel, oui, tu peux... avant de mettre mes présentations, juste une remarque par rapport à l'intervention de Hyères Technologies. D'abord, bonjour à tous. Moi, par exemple, sur la BAN, ça fait maintenant 2 fois que je publie, donc je suis certain de la qualité de mes adresses. Elles n'ont jamais, quand je vais sur le site de la BAN, elles n'ont jamais été téléchargées. Donc, je me demandais, est-ce que sur la BAN, là je pose la question au responsable de la BAN, est-ce que les gens peuvent s'abonner à un système d'alerte pour que quand une collectivité met à jour, ils puissent avoir une information? Parce que si on met à jour, mais que les opérateurs, comme hier, ne vont pas chercher l'information, on tourne un petit peu en boucle. Ah, c'est un vaste débat, mais Jérôme a réagi du tac au tac, ou bon, il la gardera pas pour après la réponse, mais pense, Michel, à mettre ta vidéo. Tu parles. Ah, pardon. Ouais. Vas-y, Jérôme. Voilà. Le système de notification, on a commencé à le brancher. Pour l'instant, il notifie que sur le Slack adresse qu'on utilise. On est une centaine à utiliser aujourd'hui. Alors, c'est pas encore idéal, mais ça commence à être branché en dur dans notre plateforme. Donc, ça devrait être possible de s'inscrire et de recevoir des notifications par mail, par push. Voilà, il y aura différentes techniques proposées. Mais dans quelques mois, pas dans les prochains jours. Merci de porter intérêt à ce qu'on a fait ici. Bon, on est beaucoup plus terre à terre, on n'est plus, comme le disait Romain, dans les mains dans le cambouis, parce que nous, notre problématique, c'est de gérer l'adresse au plus près et de répondre aux demandes des citoyens dans pas mal de problématiques de certification d'adresse pour les notaires et tout ça. Voilà. Donc, comme toutes les communes, nous, en fait, en 2004, l'INSEE nous a délégué, on a eu le RID à gérer et quasiment au même moment, je mettais en place le système d'information de la ville, le système d'information géographique, et on déployait les premiers référentiels, cadastre, BD Ortho, réseau et tout ça. Donc pour moi, c'était évident de créer le référentiel à partir du RIL, parce que d'abord, nous n'avions rien de concret et le RIL était quand même assez de bonne qualité pour la commune de Hyères. Voilà, donc d'autant plus qu'après, la CNIL nous a conforté dans cette idée, puisqu'elle a dit qu'on pouvait s'en servir de référentiel adresse.
Donc, c'est le départ de notre balle, hein, avec un modèle de données propriétaire, mais qui s'appuie sur le RIL. Nos points graphiques sont les points du RIL, et c'est des tables attributaires qui vont permettre d'enrichir cette information. Alors, ce qui a été important aussi, là je m'adresse plus aux collectivités, c'est qu'en fait, pour une bonne gestion, il y avait pas mal de missions qui étaient éclatées dans différents services. Donc, j'ai demandé, j'ai obtenu le rapprochement au sein d'un seul service de plusieurs missions. La gestion du RIL, donc du référentiel. J'ai repris la dénomination, la numérotation et la gestion administrative du référentiel des voies et des adresses. Mon service gère également le SIG, donc c'était pour moi assez facile de gérer l'intégration. Mais pour la mise à jour du RIL, il était important d'avoir aussi un suivi des permis de construire, et notamment pour monter en qualité les adresses qui ensuite partaient au cadastre. Donc, il y avait dans un autre service une cellule qui avait pour but de suivre ces permis et de faire la relation avec les services fiscaux. Donc, on a tout réintégré au sein d'une cellule unique. Voilà, et j'en ai profité pour changer le nom du service pour lui donner une dimension plus large. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, les collaborateurs que j'ai, enfin, la collaboratrice en parle, elle suit les permis de construire, elle a la vue sur les informations cadastrales, elle a la vue sur les informations d'adressage localisation. Et l'avantage, c'est qu'en faisant des tournées uniques, elle concentre cette information. C'est-à-dire que dès qu'un permis est terminé, on est en mesure de s'assurer qu'il a une bonne adresse, qui va bien être intégrée dans le RIL pour ajouter le nombre de logements, et surtout que l'information qui va partir au cadastre sera de bonne qualité en termes de quantitatif et de localisation avec la très bonne adresse. À l'issue de ce travail, en permanence, désormais, les outils qu'on a mis en place sont capables de générer automatiquement à la demande des certificats de numérotation. Les utilisateurs peuvent consulter le référentiel au travers de notre SIG local, d'un petit outil en libre service qu'on a mis, et à l'inverse, on diffuse le plus largement possible cette information. Alors, on avait commencé par le CRIJ. Romain, tu m'excuses, c'est l'ancien logo. Mais depuis toujours, on diffuse à l'IGN, on diffuse bien évidemment à l'INSEE, on diffuse à nos opérateurs, à nos fermiers, à la CCIVA, aux pompiers et surtout au cadastre, puisqu'on travaille vraiment main dans la main avec le cadastre pour une gestion optimisée de l'adressage des informations cadastrales. Voilà. Donc aujourd'hui, notre modèle permet de faire les exports automatisés vers Orcal. Alors aujourd'hui, vers Orcal, ils sont encore limitatifs puisqu'on n'a que quelques champs qui sont possibles, mais c'est quand même assez pratique. Voilà. Beaucoup plus récemment vers la BAN. Voilà. Et donc, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent, comme je vous le disais à l'instant, d'éditer nos certificats et de participer, enfin, de largement diffuser notre référentiel. Pourquoi? Parce que on a pas mal d'applicatifs en mairie, mais souvent les éditeurs de ces applicatifs ne prévoyaient pas l'intégration d'un référentiel, ou alors il fallait l'intégrer une fois, ou alors c'était de la saisie libre. Donc nous, on a joué la carte de dire au service, si vous avez des adresses à intégrer, que ce soit pour les élections, pour le service urbanisme, pour les affaires scolaires, on leur demande de vérifier l'adresse des personnes qui viennent s'inscrire, justement à partir de l'outil La Bonne Adresse, et de rentrer l'adresse telle qu'elle est libellée, et s'il y a un souci, de nous contacter. Voilà. Et après, on pousse vers les organismes extérieurs, que ce soit par mail ou par export direct. Voilà. Voilà à peu près le principe. Donc, je vous propose de voir un peu nos outils maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on utilise une solution qui est basée sur ArcGIS Server. Voilà. Je ne sais pas si... Je n'ai pas trop l'habitude de faire des webinaires, donc je ne sais pas si je ne vais pas trop vite, j'en sais rien. Romain? Romain? Excuse-moi, j'avais coupé le son. Non, c'est bon, et tu as le bon timing, tu as pris 10 minutes, tu peux prendre un petit quart d'heure de présentation avec tes outils. Voilà, donc bon, là, vous voyez l'interface qu'a mes collaborateurs pour la gestion. C'est donc de la consultation, c'est de la mise à jour en direct. Je vais faire une très rapide présentation de la mise à jour, parce qu'en fait, on s'appuie, pour nous, le point graphique, c'est le point du RIL. Hein, donc, simplement, le point du RIL manquait toutes les adresses commerciales, enfin, qui n'avaient pas de raison d'être dans le RIL. Donc, on a rajouté quelques champs propriétaires pour nous permettre la gestion globale de l'adresse. Et
il y a 3 champs, il y a un code statut, un code suivi et un code de date de mise à jour qui nous permettent de totalement différencier nos adresses. Voilà. Et ensuite, à cette table du RIL, on a un ensemble d'informations qui concernent l'adresse, voilà, avec les parcelles associées, voilà, et on peut avoir tout de suite le bilan de la voie. Donc, je vais vous montrer, ça c'est une adresse un petit peu simple, je vais vous montrer des adresses beaucoup plus complexes, parce que le souci était de pouvoir répondre correctement au certificat, et c'est vrai qu'on a pas mal de cas de figure qui sont des fois un peu complexes. Par exemple, on a sur hier une parcelle qui est très vaste et qui comporte sur cette seule parcelle énormément en fait d'autres adresses. Donc en fait, on est en mesure de, pour une parcelle, gérer toutes les adresses ou pour une adresse, gérer toutes les parcelles. Voilà, ce qui nous permet ensuite d'éditer tous les certificats que l'on veut. Voilà. On enrichit bien évidemment du coup cette information pour le RIL, puisque ça nous permet de garder des informations plus fines pour le RIL. Mais là, je m'adresse vraiment aux communes qui gèrent en RIL. En termes d'adressage, voilà, et ça nous permet, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir tout le visuel de la rue instantanément, de savoir les adresses qui sont dans la rue. Donc là, on a le cas d'une adresse un petit peu complète. On a un autre cas de figure, là c'est l'inverse, où en fait, on a un seul numéro, mais où on a une multitude de parcelles. Voilà. Et là, techniquement, vous êtes sur une adresse qu'on est en train de renuméroter. On travaille les CIL, les comités interlocaux. Et là, on est en train, c'est pour ça que vous voyez que les points ont des couleurs différentes, puisqu'on a plusieurs stades de l'adresse, et ça nous permet de gérer ça dans le temps. Là, ce sont des adresses qui viennent d'être notifiées aux différents pétitionnaires de permis, parce que là, on a un nouveau lotissement. Et là, on a les adresses qui vont être notifiées aux riverains de cet ancien 886 qui va être totalement renommé avec des nouveaux noms de voies. Voilà. Donc, voilà. On a d'autres cas de figure d'adresse où, en fait, pour un numéro, ça revient un peu à ce que je vous ai montré, mais vous allez voir, pour un seul numéro, en fait, on a moult et moult adresses. Voilà. Donc, notre modèle nous permet de gérer aussi bien multe parcelles pour un numéro que multe adresses pour une parcelle. Voilà, ça nous permet de… Donc, à partir de cet outil, de cette maintenance, on a toutes les facultés de faire donc, des certificats. Voilà. Donc, nos collaborateurs, mes collaborateurs, peuvent directement éditer des certificats qui vont chercher directement leur information dans la base de données pour éditer les certificats correspondants. Donc, on peut ajouter un destinataire, on peut mettre une parcelle. Je ne sais pas si je ne tape plus au hasard. Voilà, en fait, et on va pouvoir éditer directement le certificat, la signature de l'élu. Voilà, ou faire des courriers-réponses. Voilà. Donc, mais tout ça, ce sont des sorties de l'information, de l'externalisation de l'information, je dirais à vocation métier. Nous, ce qu'on souhaitait aussi, c'est que pour tous nos services, on puisse leur offrir l'accès direct à l'adresse sans logage particulier. Et donc, on a fait un outil qui tourne sur le site de la ville, pas le site ouvert, hein, le site intranet de la ville. Hein. Et c'est cet outil-là qui permet d'attaquer le référentiel en full complétude. Et donc, on peut, par exemple, chercher pour une rue, voir toutes les adresses officielles de la rue. Et c'est ce qui est dit un peu plus bas dans le message qui est là. On invite les services, si la personne qui se présente à eux pour une inscription ou s'ils doivent rentrer un dossier, si l'adresse n'est pas là, de nous contacter pour qu'on vérifie avec eux la raison de l'absence de l'adresse ici. Donc, ça permet, les utilisateurs peuvent récupérer les coordonnées. Les utilisateurs peuvent se loguer directement sur Street View pour éventuellement, avec la personne, vérifier l'information. Voilà. Et avoir, parce que ça, c'est souvent le cas, les orthographes sont souvent écorchés des noms des rues. Donc, les utilisateurs peuvent directement consulter les délibérations du conseil municipal qui ont dénommé les voies. Comme ça, on a l'orthographe exacte de la voie. Bon, ceci dit, il y a pu y avoir des erreurs dans les délibérations, on l'a déjà vu. Donc, tout ce travail au quotidien nous permet une gestion dans Rorcal de l'INSEE. Alors, soit, comme je disais tout à l'heure, de manière automatisée, puisqu'on a un ensemble d'informations qui peuvent être transmises en masse, donc notamment la gestion des actualités d'un point d'adresse, la typologie des logements, le nombre de logements. Donc, en fait, tout ça, c'est tenu à jour en temps réel dans notre outil et c'est externalisé via des exports dans Rorcal
une fois à volonté, en fait. On le fait quand on veut. Voilà. Et ça nous a permis aussi maintenant, depuis un moment, depuis début décembre, depuis que j'ai pris conscience que la bande s'était bien structurée et qu'on avait maintenant un modèle un peu stable, donc j'ai poussé notre data dans la bande. Vous voyez le résultat. Voilà. Là, j'aurais des questions, pas des questions, j'aurais fait des questions ou des remarques, on va dire, sur la bande. Parce que nous, on est en mesure de pousser tous les compléments d'adresse, je dis bien d'adresse et pas de lieu et pas de rue, et la manière dont le modèle nous impose de le stocker aujourd'hui est un petit peu, je dirais, dommage, puisque on est obligé d'intégrer ça dans le champ suffixe avec l'absence de blanc entre les mots, ça donne des rendus qui sont quand même particuliers. Voilà. Donc ça, on en reparlera après. Excusez-moi. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais. Donc là, on voit que notre BAL est publié sur la BAN et que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de téléchargement, enfin, sauf erreur de ça. Voilà. Donc, voilà, très rapidement, sachant que nos outils, aujourd'hui, on a trouvé une certaine maturité, une certaine stabilité et que ça répond vraiment très bien. Et du coup, tous les utilisateurs du site de la ville peuvent bien évidemment vérifier les adresses, sachant qu'eux ne voient que les numéros colorés en vert, puisque ce sont les numéros qui sont officiels. Tout ce que vous avez vu tout à l'heure, numéros en rouge, ou des adresses en infraction, parce qu'on a catalogué aussi des adresses qui sont en infraction. Donc, par exemple, des numéros pairs à gauche ou impairs à droite, des numéros complètement incohérents dans le système métrique. Et donc, ces adresses ne remontent pas dans la bonne adresse. Et ça, c'est très bien parce que du coup, depuis le mois de septembre que le service des élections utilise ce filtre, on a pu corriger maintenant plus de 30 adresses qui étaient totalement en anomalie, ce que je disais à l'instant, des impairs à droite et vice-versa, et des numéros métriques complètement incohérents. Et finalement, on s'aperçoit que les gens, quand on leur explique la nécessité de faire ça, ils sont tout à fait partants. Voilà. Voilà. Et après, bon, mais ça, c'est un outil purement de secrétariat, mais qui nous permet aussi de gérer l'information. C'est là où on fait directement les extractions pour la BAL et pour le RORCAL. On peut les modifier et les ajouter à volonté. Ça fait que mon utilisateur, mes collaborateurs ont juste à pousser sur ce clic. Ça génère automatiquement le CSV. Modèle AITF 1.2, le dernier. Et c'est vrai que la remarque tout à l'heure de Jérôme m'intéressait parce que je pense qu'effectivement, j'ai hâte d'avoir, s'il y a des projets de nouveaux modèles, parce que le modèle actuel me pose un peu souci, c'est ce que vous voyez. Donc là, on a généré automatiquement le CSV. Voilà, donc c'est un peu lourd parce qu'on a 13 000 adresses. Voilà. Ça, c'est pour l'export RORCAL. Voilà. Et ça nous permet de faire de la mise à jour attributaire sur nos voies, sur notre référentiel des voies. Alors, référentiel des voies qui chez nous existe, mais qui n'a pas de dimension. C'est un filaire de voirie, en fait. Ce n'est pas un surfacique de voirie. Et très honnêtement, les remarques de tout à l'heure, je crois que c'était la société IR, dans le référentiel des voies, aujourd'hui, il y a tellement comment dirais-je, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un modèle de données. Alors, je sais que l'AITF y travaille, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre dans un référentiel des voies, parce que chacun a sa vision des largeurs de voies, ainsi de suite. Bon, après, mes collaborateurs ont des outils pour pouvoir suivre des voies qui n'ont pas été vérifiées en exhaustivité. Voilà. Et puis ça, c'est la partie secrétariat. Et puis ça, c'est un nouveau métier qui est qu'on a mis en place, qui va nous permettre de répondre de manière globale aux sollicitations des professionnels de l'immobilier, notaires et tout ça, où dans un seul document, ils auront, soit pour le compte, soit pour une parcelle, l'intégralité des informations liées au poste, aux servitudes, au certificat d'adressage, à l'insalubrité et tout ça. Donc ça, c'est un outil qui marche, mais qui n'est pas encore diffusé pour l'instant. Voilà. Voilà. En quelques mots, très rapidement, ce qu'on fait hier. Voilà. Je rends la main si vous avez des questions, je ne sais pas. Voilà. Non, tu la gardes. Oui, je la garde. Et encore, tu n'as pas parlé de ton champ. J'ai cru que quand tu as montré ton extract CSV du champ suffixe, tu n'en as pas parlé. Hein. Si, j'en ai parlé très rapidement en étant sur la bande, puisque ici, on le voit d'ailleurs. Hein, vous voyez, ici, on a un immeuble qui s'appelle l'Athéna. Et en fait, tout est concaténé. Si je prends des immeubles, voilà, les lumières de la ville. Mais alors, le pire, c'est que c'est dans le champ où on doit mettre les suffixes. Et du coup, là, je ne sais pas si j'en ai un sous les yeux.
mais on a des fois des bis qui se voilà, ici, tenez, regardez. Voilà. Là, on a le 16 bis d'avenue de Belgique, et du coup, 16 bis résidence Les Palmiers, voilà, et du coup, Les Palmiers d'Or, bâtiment D, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que la lisibilité, je m'étonnais qu'il n'y ait pas eu dans le modèle la possibilité de laisser un blanc dans le champ ou quelque chose, puisqu'on nous force à lever les champs. Alors, c'est vrai que ça fait une requête. Bon, nous, pas de souci, on a réussi à la faire, mais j'imagine, voilà, la requête qui part de notre base pour produire le CSV de la BAN. On a réussi à enlever les blancs, mais c'est contraignant parce que nous, nos adresses sont écrites, je dirais, plus lisiblement. Et du coup, voilà, par exemple, là, c'est pas celui-ci. Parce qu'alors, il faut savoir que pour le RIB, il y a des compléments d'adresse qui sont, je dirais, métiers, entre guillemets, pour l'agent recenseur, pour l'INSEE, et qui ne sont pas des vrais compléments d'adresse. Donc, dans notre gestion de l'adresse, le vrai complément, il est ici. Voilà. Et donc, on a poussé un petit peu le détail parce qu'en fait, ce numéro-là, si vous voyez, effectivement, il dessert un lotissement qui s'appelle le Vert Village, mais au sein duquel, à l'intérieur, on a un immeuble qui s'appelle le Julie. Et en fait, on est en mesure de dire, pour cette parcelle précisément, qu'elle a un complément spécifique et que du coup, vous pouvez retrouver ici dans la BAN, pardon, excusez-moi, dans notre... puisque ça permet aux opérateurs de vraiment chercher jusqu'à l'immeuble dans le numéro. Voilà. Et donc, oui, cette retranscription dans le modèle actuel de la BAN, je trouve qu'elle est un petit peu réductrice, enfin, pas réductrice, comment dire, elle rend la lisibilité un petit peu particulière, vous voyez, Laurent Soleil, bâtiment, ainsi de suite. Donc, je voulais savoir si ça allait évoluer. Et tout à l'heure, Jérôme disait qu'il y avait des nouveaux modèles qui étaient en préparation. Voilà, s'il peut nous apporter des éléments de réponse là-dessus. Voilà. Ok, merci. Merci Michel. Tu reçois les félicitations de IDEO BFC pour la clarté et le pragmatisme de ta présentation. J'invite les présentateurs à ouvrir leur caméra et... Là, je pense que ça aura fait écho. Il y a beaucoup de communautés de communes, d'agglos qui sont présentes. Hein. Il y a quelques communes aussi comme Bayonne, Lunel ou même la ville du Luxembourg qui sont là. Donc, je pense que ça fait écho, même surtout pour les communes de plus de 10 000 habitants comme le RIB, où on a très peu de petites communes de moins de 10 000 qui sont présentes, mais peut-être par leur porte-parole quand il y a les communautés de communes ou d'agglos. Mais je pense que ça parle en effet beaucoup à beaucoup de collectivités qui sont là. Je ne sais pas si Jérôme, le temps que tout le monde se connecte, tu voulais répondre sur cette problématique du modèle ou des champs. Je peux répondre sur certains points. Alors, bon, tout d'abord, il y a la présentation donc, dans l'interface sur laquelle, évidemment, on peut agir facilement. Le fait de coller notamment le suffixe avec le numéro, ça rend bien quand c'est des bis, mais en effet, quand on a des choses plus compliquées, c'est pas forcément pertinent. Donc ça, je pense c'est des choses qu'on peut ajuster assez facilement. Par contre, alors, à ma connaissance, je suis peut-être pas complètement à jour, mais le champ suffixe, il ne faut pas mettre d'espace au début et à la fin, mais on peut en mettre dedans. Donc, on pourrait, à mon avis, avoir le suffixe complet. C'est mal explicité dans le PDF du modèle de données. On dit semblant. Alors, pour ma part, et c'est vraiment à titre personnel, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'ambiguïté dans ce qu'on peut mettre dans suffixe, dans ce qu'on peut mettre désormais dans lieu dit non complément, dans ce qu'on peut utiliser finalement dans commune déléguée, dans le nom de la commune déléguée. On voit apparaître tout un tas de choses très très divergentes dans les fichiers aujourd'hui format 1.2. Donc à mon avis, on va avoir besoin rapidement au moins d'expliciter. Et c'est pas nous qui avons rédigé la spécification, donc pour le coup, il faudrait vraiment que l'AITF puisse plancher sur le point. Peut-être qu'il manque encore un champ, je sais pas, mais il faut, à mon avis, il y a de la place pour une 1.3 encore. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que bon, nous, on a une certaine richesse d'informations qui est associée à l'adresse. On a eu, je crois, l'occasion d'échanger tous les deux sur le champ complément, qui pour moi était le complément de l'adresse. Qui apparemment, là, serait plus le complément d'une voie. Tu m'as parlé des lieux dits, c'est bien avec toi, je crois que j'ai discuté. Tu me disais, parce que nous, on a des fractions de communes, les GAD, le Gien, la CAPT. L'inconvénient, c'est que les rues, aujourd'hui, personne n'est en mesure d'affirmer, hormis les rues vraiment du cœur du hameau, si une rue fait partie de Gien ou de l'EGAD. Pour nous, ce n'est pas une information qui est pertinente. Par contre, le nom des immeubles,
notamment pour les secours, pour la police municipale, pour même ne serait-ce que l'accueil de la mairie, c'est important. Donc nous, on y travaille, on a une richesse. D'ailleurs, c'est l'avantage que mon service fasse aussi les opérations du recensement, les enquêtes annuelles, puisque je profite des retours des agents recenseurs pour récolter cette information, l'enrichir notre BAL de tous ces noms d'immeubles, des noms de villas. Et du coup, je les positionne. Sauf que pour l'instant, dans le 1.2, le seul endroit où on me demande de les poser, c'est dans le champ suffixe. Voilà. Et de cette manière qui était un petit peu... Voilà. Donc oui, j'ai hâte qu'il y ait un 1.3 et je suis prêt à... Si vous avez envie d'avoir mon avis, je suis partant pour vous le donner. Voilà. Je pense qu'on va essayer de relancer rapidement une discussion, même si l'évolution n'est pas forcément immédiate, c'est ne serait-ce que pouvoir déjà voir quels sont les besoins de part et d'autre, parce qu'il y a pas mal de demandes. Là, il y a la Corse qui va sûrement rentrer sur le sujet de l'adressage, et pour le coup, il y a des pratiques qui sont un petit peu différentes, mais qui pourraient rentrer quand même dans un modèle national. Je sais qu'aux Pays-Bas, je ne sais pas s'ils sont présents, ils avaient tendance aussi, il y a évidemment des adresses qui ont été créées, mais historiquement, les maisons ont des noms. Et du coup, ces noms ont été préservés, mais d'une manière un peu indirecte. Nous, on a dans notre éditeur un champ qui n'est pas exporté dans la BAN, parce que c'était un champ qui avait vocation à être utilisé pour la gestion. C'est un champ commentaire, tout simplement. Et dans ce champ commentaire, on se retrouve à avoir les noms des habitants, la mairie, le gymnase. Et en effet, il y a peut-être, comme on a maintenant un champ, comme il y a possibilité de créer des toponymes dans le format BAL, peut-être qu'on pourrait aussi avoir quelque chose qui fait un peu la jonction des deux, c'est-à-dire qu'en effet vous avez des adresses qui sont emblématiques d'un lieu. Peut-être que ce lieu-là, ça peut être intéressant de le nommer quelque part, mais c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir aussi. Moi, je ne parle pas de lieu, hein, je parle vraiment du complément d'une adresse, que ce soit le nom d'un immeuble, le nom d'une villa. Voilà, c'est pas le nom du lieu. C'est vraiment. D'accord. Voilà, et là, à mon avis, il y a des divergences entre ce qu'attendent chacun. C'est possible. Ce qui est certain, par contre, je le précise, je fais rappel de ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais plus, par GRDF, je crois. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on respecte totalement la norme AFNOR, c'est-à-dire que nos champs sont contingencés à 38 caractères, de manière à ne pas justement déborder. Et c'est vrai que du coup, là, le suffixe, pour nous, normalement, il n'a pas cette longueur-là, parce que si on veut le faire rentrer dans l'adresse, dans le champ adresse, c'est voilà. Donc du coup là, le problème de la BAN, c'est que dans ce format-là, elle manque de respect de ce nombre de caractères pour les champs. Voilà. Alors pour le coup, nous, par rapport à la norme AFNOR, notre positionnement, il est un petit peu différent. La norme AFNOR, c'est surtout une norme de typographie pour les livraisons. Nous, on ne souhaite pas empêcher la saisie de libellés de voix qui seraient très longs et qui seraient historiques. Mais après, il y a des règles d'abréviation qui sont quand même assez bien établies. Ça, on ne le demande pas parce que ça s'automatise. Donc, on ne le demande pas parce qu'on l'automatise derrière. En termes d'édition de courrier pour la poste, selon ce que vous mettez, si vous ne respectez pas les lignes, le courrier n'arrivera jamais. Hein. Oui, c'est ça. Mais comme je disais, on a un algorithme qui automatise cette compression AFNOR qui marche bien. On a très peu de cas où ça a posé problème. Donc, on demande une saisie intégrale, en fait, dans la mesure du possible. Okay. Ça s'appelle norme adresse, d'ailleurs. Okay. J'avais une question pour Rire. Tout à l'heure, il parlait d'un outil communautaire. Le souci, c'est que on a des moyens humains, comme beaucoup de collectivités, qui sont réduits. On ne peut pas parcourir tous les différents opérateurs, faire des mises à jour. Donc, moi, je sais qu'on met à jour en termes de référentiel adresse la BAL, mais je communique avec l'IGN. Après, voilà, on peut pas toute la journée, enfin, j'exagère, mais on ne peut pas régulièrement faire le tour de tous les outils communautaires pour mettre à jour. Donc, c'est vrai qu'en PACA, on a le CRIJ qui concentre cette information. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi dynamisé pour qu'il y ait des points d'entrée, enfin de récupération de l'information, parce que les communes ne peuvent pas se permettre de faire la mise à jour ici. Il faut vraiment arriver à concentrer l'information pour qu'il y ait que quelques portes de comment on appelle ça, de récupération pour les opérateurs.
Non, je suis tout à fait d'accord et c'est le retour qu'on a de différentes collectivités en nous disant que s'ils font un édite chez nous, ça veut dire qu'ils le fassent également chez nos concurrents, chez l'IGN, chez la Poste, chez la DGFIP, etc. Donc ça, on le comprend bien. Cet outil est un peu plus développé pour les étudiants, pour les particuliers, mais c'est vrai qu'avec les collectivités, ça marche pas très bien. Après, l'intérêt, effectivement, d'avoir ces collectivités qui se regroupent et on le voit au niveau des intercommunalités ou des référentiels à plus grande échelle, où c'est un peu sur le modèle des balles, où elles sont reversées ensuite à un pot commun. Donc, l'échelle intercommunale fonctionne assez bien de ce côté-là, puisque en plus il est facile de mutualiser un service SIG que ne peut pas être mis en place dans chaque petite commune. Oui, pour les petites communes, parce qu'après, pour les communes d'une certaine importance, les prérogatives relèvent quand même du maire et c'est pas évident de tout mutualiser en termes de gestion parce que voilà, c'est pas simple non plus. Mais bon, moi je sais qu'on alimente, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'opérateurs essentiels. J'ai oublié de mettre le logo, mais j'alimente les filières sur OSM, à l'IGN, pardon. Et tout ce qui adresse, désormais, j'ai repris le rythme sur la BAN, mais on diffuse aussi auprès des gens qui sont inscrits chez nous. Mais après, voilà, on peut pas. C'est délicat de faire les mises à jour de partout, alors que c'est quand même bien nous, les mairies, qui sommes responsables de l'adressage. Et voilà, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Que les opérateurs. Là, j'ai le cas d'une dame ce matin qui m'a appelé, qui me dit que sa rue qu'on a fait, qu'on a dénommée par délibération, pour lequel j'ai publié le plan, elle est dans tout, je vais encore vérifier, elle est partout, mais les GPS ne l'ont pas intégrée. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de mise à jour, mais voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait une amélioration de la part des opérateurs cartographiques pour qu'ils prennent en compte que les mairies travaillent et qu'ils viennent, eux, chercher l'information et que ce ne soit pas nous qu'on doit aller la donner. Soit obligé d'aller la donner. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un peu aussi le but de ma participation aujourd'hui. Alors, on dévie un petit peu du thème de l'adresse, mais pour nous, l'important est aussi de se faire connaître. Si on peut travailler directement avec votre agglomération et récupérer les fichiers que vous créez et que vous mettez à disposition, nous, on est tout à fait ouvert à les prendre et à les récupérer. On n'est pas encore, malheureusement, en contact avec tous les opérateurs. On y travaille. Après, la BAN, justement, pour moi, c'est ça son centre. C'est que justement, si je publie là, j'ai envie que ça soit là et qu'après, je ne sois pas obligé d'aller recommencer ailleurs. D'ailleurs, je profite pour GRDF tout à l'heure. Dans le format 1.2, il y a le parcellaire. Nous, on a été en mesure de l'enrichir. Pour chaque adresse, on met l'intégralité des parcelles. Mais là aussi, elles sont stockées sans blanc, donc ça fait une chaîne assez illisible. Mais dans le 1.2, il y a le parcellaire. Pour nous, on a été en mesure d'enrichir avec le parcellaire. Dans le référentiel CSV, pas le JSON, mais entendu. J'ai pas entendu, pardon. Le parcellaire est disponible dans le format CSV qui est mis à disposition par la BAN et à la BAN, mais pas dans le format JSON qu'on utilise nous pour l'intégration. D'accord. Oui, mais en fait, ça fait partie des évolutions. Toutes les évolutions du format 1.2 ne sont pas encore diffusées dans les fichiers nationaux et c'est vraiment les chantiers sur lesquels on travaille en ce moment. Ça prendra encore un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de nouveaux champs. On les fera peut-être pas tous d'un coup, mais justement, il y a une nouvelle structure à proposer. Par contre, je rebondis sur la question qu'il y avait avant. Nous, quand une collectivité ou que ce soit une commune, alors a fortiori pour les communes, mais une commune, un EPCI ou même un département qui est chef de file nous demande quelle est la posture qu'il doit avoir vis-à-vis des autres opérateurs, des autres acteurs nationaux ou internationaux. Est-ce qu'il faut lier des partenariats, transmettre les informations? On leur dit bah non, surtout pas. Surtout pas parce que justement, alimenter la base d'adresse nationale, alimenter le point d'accès national et laisser-les venir se servir parce que le temps que chacun aura des relations bilatérales, ces acteurs-là n'évolueront pas, ne changeront pas de stratégie.
Et on va avoir un déséquilibre entre les petites communes qui sont jamais à jour et les grandes communes qui ont des conventions particulières. Donc, c'est pas contre vous, hein, bien sûr, mais mais moi je suis un fervent oui, voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, la banne principale qu'on diffuse, elle ne remonte pas encore dans la poste, elle n'est pas encore systématiquement intégrée dans les fichiers des opérateurs télécoms, elle ne remonte pas directement dans l'IGN, elle ne remonte pas encore bien dans les opérateurs GPS. Ça vient, mais à un moment, il faut organiser la pénurie aussi pour que ça accélère, parce que sinon on restera pendant encore des années sur le schéma actuel où on a plein d'échanges bilatéraux plus ou moins efficaces. Mais là, je suis pleinement d'accord, et c'est pour ça que dès que j'ai pu me rendre compte, parce que bon, j'ai beaucoup de missions, donc c'est pas toujours évident de faire la veille technique, mais dès que j'ai eu l'information que la bande s'était restructurée à ce point et qu'elle offrait maintenant quelque chose de beaucoup plus carré, j'ai revu mes modalités de diffusion. Donc la bande devient ma priorisation. J'ai changé mes messages qui vont vers les listes de diffusion en disant que on donne les nouveaux numéros pour que les gens soient informés des tout nouveaux numéros, mais que pour récupérer l'exhaustivité de l'information, ils veuillent bien, et j'ai mis le lien directement dans le message, je récupérer le fichier sur la bande. Je reprends la main pour pas vous laisser entre vous, parce qu'on a de nombreux auditeurs. Ouais. On nous interroge, est-ce que parmi vous, certains savent comment, donc on a eu le témoignage de IR, mais ils savent comment TomTom et Google et tous les autres récupèrent ces données-là? Quelqu'un peut répondre à cette question ou pas? Par quel chemin? On s'interroge aussi sur... oui, enfin, il semblerait que TomTom assiste les communes au renseignement de la bande, donc effectivement, ils vont bien chercher les données à cet endroit-là, mais finalement, est-ce que vous savez comment ils y accèdent et quelles attentes ils ont? Alors, il y a justement une réponse de TomTom là, qui a été faite sur la discussion. En effet, on a toujours eu des discussions, on a toujours échangé ces dernières années, au départ avec les fichiers adresses du cadastre, qui étaient les premiers à être apparus sous licence ouverte. Et ensuite, lorsque la banne est passée sous licence ouverte, ça a été, je pense, un bon moyen d'avancer sur la question. Pour les autres acteurs, Google et Apple notamment. Google, c'est compliqué parce que ces sujets cartographiques sont gérés plutôt en Allemagne, au pôle, sur leur site allemand. En France, ils étaient très intéressés par les travaux qui étaient menés sur les données transport, sur les données adresses. Ça va l'air d'être extrêmement lointain pour eux. Il faut qu'on les relance pour avancer sur ces questions-là. À ma connaissance, Google n'est pas très actif sur la récupération des données bannes. Donc c'est surtout des échanges bilatéraux aujourd'hui, voire des mises à jour automatiques par Google parce qu'ils ont plein d'autres mécanismes. Apple s'était bien engagé l'an passé. Malheureusement, on a un petit peu perdu le fil de nos échanges. Ils étaient sur une analyse juridique parce que la licence ouverte, ils connaissaient pas bien ce que c'était. Ils avaient besoin de voir quelles étaient les implications par rapport aux données qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Je pense qu'il n'y a plus véritablement de frein à ce que Apple utilise les données bannes s'ils ne le font pas déjà. Alors, je n'ai pas vérifié. Il m'avait expliqué que le jour où j'utiliserais les données bannes, on ne le saurait pas forcément tout de suite, mais qu'il suffirait d'aller dans les conditions d'utilisation, dans les informations légales sur leur smartphone pour retrouver l'info. Donc, j'irai voir quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas été jeter un œil. Mais il ne semblait pas y avoir de frein. C'est plus que c'est des grosses machines. On a l'impression que c'est très agile, mais pas tellement. Donc, il faut leur laisser le temps. Je pense qu'ils ont, comme beaucoup d'acteurs, des intermédiaires, des brokers en fait, qui leur vendent des données sur des régions du monde complètes. Donc il faut que ça irrigue. Donc tout à l'heure, on parlait rapidement dans la discussion là, de Open Addresses. Donc c'est une initiative de référencement des bases adresses nationales des différents pays ou au niveau des landers, ça dépend de quel pays on s'adresse évidemment. Donc nous, on est référencé dedans depuis quelques années, et en particulier maintenant qu'on est sous licence ouverte. C'est un fichier qui est utilisé par beaucoup d'acteurs internationaux, hein, notamment Mapbox. Donc c'est aussi un vecteur de diffusion de l'information. Ok, merci Jérôme. On a une question alors qui nous renvoie un peu à un passé lointain, presque lointain. Pourquoi la banne ne remonte pas à l'IGN et à la Poste? Alors on a déjà un élément de réponse au travers de. Oui. Les réponses sont différentes. Donc côté IGN, en effet, c'est vrai qu'il y a eu
Il y a eu une phase où on a essayé de converger sur une infrastructure, on n'y est pas arrivé, donc il faut qu'on travaille ensemble pour mieux coordonner nos efforts. Et moi, je n'ai pas du tout d'inquiétude là-dessus. C'est plus une question de temps. Donc, on a un point notamment lundi. Voilà, on va avancer sur ça. Donc, notamment, il y a des enjeux très importants parce que tout à l'heure, on parlait de référentiel de voix. Mais bon, la BD Topo, ça peut être quand même un super socle aussi pour avancer sur ces questions. Donc, ça serait complètement dommage de réinventer l'eau tiède si on a déjà quelque chose sur lequel s'accrocher. Donc, comme dit Laurent, pas d'inquiétude. Il faut juste qu'on travaille un peu plus ensemble. On a eu une grosse accélération là en septembre. Voilà, il faut qu'on se remette tous à la page. Et la Poste aussi. Donc, on discute avec eux de façon active depuis quelques semaines. Le principe même des bases d'adresse locales n'était pas vraiment dans leur ligne de mire au départ. Mais c'est une grosse demande des communes aujourd'hui, donc ils y viennent. Je suis pas inquiet non plus. Mais là où il y avait un point de blocage, c'était pas tellement sur les modes d'alimentation, c'était plutôt sur l'identifiant de l'exact clé, qui est quand même un produit commercial à valeur ajoutée pour la Poste qui vendent. Donc la question se pose aussi de quel est le rôle de cette clé-là, à quel moment elle est attribuée. Parce que si elle est automatiquement attribuée à partir du moment où la commune crée une adresse, voilà, il y a sûrement des questions de positionnement stratégique à avoir. Donc c'est pas forcément simple, mais c'est peut-être les deux gros acteurs avec qui on travaillera beaucoup dans les prochains mois. Par contre, côté DGFiP, ça avance bien. Et donc les communes ont reçu une lettre en décembre qui était un petit peu malheureuse quelques jours après le dernier webinaire qui expliquait qu'il fallait communiquer les adresses sous un autre format que le format base adresse locale. En fait, la direction qui était en charge de cette question-là de l'alimentation n'avait pas connaissance du format BAL 1.2 qui intégrait enfin les références cadastrales. Donc là, on va reconjuguer nos efforts et ça, c'est bien le format BAL qui est le format pivot, quoi. Il n'y a pas d'autre format à fournir et on assurera la conversion.